Bienvenue à Horreur Québec, le balado. Oui, bienvenue à ce deuxième épisode consacré à Fantasia, l'édition 2022, notre retour. On reprend la conversation où on l'avait coupé lors du dernier épisode avec Chloé qui s'apprêtait à présenter ses films. Grosso modo, les films que présente Chloé, justement, c'est en continuité avec ce qui se dit dans le dernier épisode, donc je vous conseille quand même de l'écouter si vous ne l'avez pas encore écouté. En plus, vous allez avoir nos avis sur des films tels que Coupé, Speak No Evil, qui ont fait de l'actualité, en plus de Megalomaniac, aussi le Cheval Noir. Donc, ça vaut la peine d'aller jeter une petite oreille si ce n'est pas déjà fait. Dans cet épisode-ci aussi, on vous présente l'entrevue avec Slash. Qui était dans le fond, producteur et compositeur de la trame originale du film The Breach, sur lequel on va donner notre avis aussi. Mais pour l'instant, on va commencer avec évidemment les choix de Chloé. Mes films, donc si ça ne te dérange pas, Ben oui, Raphaël, go, si vas-y. vous n'avez rien à rajouter, je vais faire le, la transition parce que mes deux longs métrages que j'ai choisis sont deux films extrêmement féminins. C'est des films que j'ai beaucoup aimé la plupart de mes films à Fantasia cette année. Mais ces films-là sont venus me chercher personnellement parce qu'entre autres, ils vont parler de la maternité. Mm. Donc, je vais parler du premier, c'est Resurrection, qui met en vedette Rebecca Hall. J'ai tellement aimé ce film. Je pense que tout le monde qui ont vu The Night House, quand c'est l'an dernier ou l'autre année d'avant, quand on a vu Rebecca Hall, on a tout fait, OK, on s'en va voir ce film. Puis le réalisateur de Resurrection a compris qu'il y avait un talent exceptionnel à sa portée et il l'a mis en valeur dans une simplicité là, presque théâtrale. Il y a une scène exceptionnelle de 5 minutes environ, peut-être 6, c'est assez long. C'est un gros plan de Rebecca Hall qui va raconter une histoire qui est absolument horrible. Sur fond noir. Et on est captivé. Mais ça rappelle les, les monologues qu'on voit au théâtre. C'est vraiment ça. Il n'y a pas de transition, il n'y a pas de changement de plan. Ce n'est que elle, dans un plan fixe, qui va parler pendant plusieurs minutes. Puis l'horreur de l'histoire mélangée avec ajoutée à son talent va rendre cette scène-là, pour moi, c'est une scène qui est inoubliable. C'est vraiment bien fait. Puis évidemment, il n'y a pas juste Rebecca Hall, il y a aussi Tim Roth, qu'on sait acteur aussi de grand talent. Puis même chose, Tim Roth va jouer un personnage horrible, quelqu'un dont le sourire ne va jamais rejoindre les yeux. On est très mal à l'aise chaque fois qu'il apparaît à l'écran. Donc, c'est ça. La force du film, pour moi, se trouve dans les deux acteurs, dans l'épuration de la réalisation, les jeux de lumière. Puis bon, j'ai skippé j'ai skippé la base, c'est-à-dire le synopsis. Dans l'histoire, en gros, c'est une femme qui réussit très, très bien sa vie. On suppose qu'elle cadre dans une grande entreprise. Elle élève sa fille seule. Ou plutôt, elle a élevé sa fille seule parce que sa fille est à 3 semaines de ses 18 ans, donc d'être adulte ou considérée comme adulte. Ça se passe aux États-Unis, donc c'est 21 ans, mais de toute façon, elle part pour l'université. Donc, c'est un peu ça, là. Sa fille est rendue à la maturité. Elle va quitter la maison pour aller à l'université. Et l'arrivée du personnage de Tim Roth dans la vie de cette femme-là va bouleverser son existence à nouveau, parce que c'est un retour du personnage. Donc, ça parle, comme je dis, ça parle de la relation d'une mère avec sa fille qui va partir bientôt, qu'elle a élevée toute seule dès la naissance.
Puis ça parle surtout aussi beaucoup de santé mentale, parce qu'à un moment donné, il va y avoir un petit doute par rapport à la réalité versus sa santé mentale. Parce qu'avec ce qui va se passer, euh, sa santé mentale va se détériorer, puis on se demande qu'est-ce qui est la cause, finalement, puis qu'est-ce qui est vrai, puis qu'est-ce qui est plus vrai. Euh, voilà. Je ne sais pas, mais je vais laisser parler Marc un petit peu parce que je sais que toi, tu n'as pas aimé ça. Ouais, j'ai vraiment pas aimé Resurrection. Euh, en fait, j'ai mis 2,5 sur 5 dans ma tête, là, dans ma liste de codes Fantasia, en fait. J'ai trouvé Resurrection un peu beaucoup prétentieux. J'ai trouvé que tous ces gens-là, ce sont le réalisateur, le producteur, c'est comme s'ils s'étaient réunis autour d'une table puis ils avaient dit, bon, on va faire un film art house d'horreur, tu sais. Puis malheureusement, j'ai trouvé que ça manquait beaucoup trop de subtilité pour cadrer dans cette espèce de catégorie imaginaire A24-là. J'ai vu un peu toutes les ficelles du scénario. OK, là, c'est le montage de scène avec elle où on découvre qu'elle retombe sous l'emprise de peut-être de cette. OK, là, c'est la longue scène dont tu parles. Là, je l'ai vu tout de suite arriver. J'ai fait ah, ça, c'est la scène pour me montrer que c'est une bonne actrice. Il n'y aura pas de coupure. Puis c'est exactement ça qui est arrivé. Puis genre, je voyais toutes ces espèces de ficelles-là, puis j'ai trouvé les dialogues absolument horribles. Écoute, je sais qu'elle s'enfonce dans une espèce de... je ne vais pas trop en dire, là. Elle s'enfonce, en fait. Puis j'ai trouvé certaines de ses réactions risibles. D'ailleurs, ça riait dans la salle à certains moments. Je ne savais pas si c'était par malaise pour certains spectateurs, mais moi, c'était plus par à cause de l'invraisemblance de ça que j'avais trouvé un peu grossier, en fait. Puis la finale, que j'ai complètement pas digérée, en fait. Mais oui, c'est ça. C'est ça que j'ai pensé du film. Mais là, ce que tu nous dis, c'est 1 sur 5. C'est oui, pas c'est ça. Oui. Je sais, mais outre ça, c'est quand même bien réalisé. Oui, Rebecca, c'est une super bonne actrice. Puis quand même des choses. La base du scénario, sur papier, je trouve le scénario super, super intéressant. Mais finalement, à l'aboutissement, à la réalisation, ça n'a pas fonctionné pour moi. J'ajoute, parce que j'aime ça vous le dire, que le film sort en vidéo sur demande le 5 août, donc la semaine prochaine, si vous voulez vous faire un avis par vous-même. Mais je pense qu'il va y avoir... je pense que c'est un film peut-être qu'on aime ou qu'on déteste aussi. Ce qui est très... des fois, c'est les meilleurs films, ceux-là. C'est drôle parce que j'avais pas fait le lien, mais là, je viens de le faire. Je trouve que c'est un film qui m'a rappelé Sainte-Maude à certains égards. Ah oui, ben, je comprends ton lien, oui. On suit une femme qui est peut-être ou peut-être pas en détresse. Puis je comprends vraiment le lien. Puis Sainte-Maude, d'ailleurs, il y a plein de gens qui ont pas... Moi, j'avais adoré. C'est ça. Sainte-Maude, il y a plein de gens qui ont détesté ça. Il y a une approche aussi assez minimaliste, là. Ouais. Une approche aussi un peu art house, on veut faire. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que ben, vous pourrez quand même vous faire une opinion sur vous-même dès la semaine prochaine si vous l'avez manqué à Fantasia. Mais, je voudrais juste vous poser une question, Marc, puis Chloé. Moi, c'est un de ceux que je ne pouvais pas y aller la journée qu'il jouait. Ouais. Je ne l'ai pas vu. Puis ma question, c'est drôle parce qu'on dit ça à chaque film cette année. On dit qu'il y avait un contenu horrifique, mais est-ce que ça fait peur? Parce qu'en bout de ligne, aucun film ne fait peur. Ben non, c'est ça. C'est pas, je pense que le but, c'est pas de terrifier, mais c'est plutôt de... C'est un peu traumatisant, là, l'histoire. Tu sais, dans le fond, l'horreur est toujours suggérée, je dirais, parce que ça se passe dans l'histoire, dans le passé
On va toujours revenir sur cette histoire-là, mais l'histoire est vraiment horrible. Mais on pourrait qualifier d'horreur psychologique, en fait. Oui, Le dénouement est quand même un peu assez ouais. horrifique. Il y a des bonnes doses de sang. Mm. Quand même, d'ailleurs, c'est des effets, j'ai pas été impressionné par les effets non plus. Mais bref, non, moi je le considère quand même comme un film d'horreur Oui. dans la veine très psychologique, là, insidieux de la chose. Oui. On dirait que ça vient large. Avec les films de A24, je sais pas, Puis, on dirait que le drame devient souvent presque de l'horreur. Tu sais, on dirait qu'on... ouais, mais moi je trouve ça positif. Je sais pas, toi tu le dis comme si c'était négatif, mais moi je trouve ça super positif. Là où je trouve ça négatif, c'est que j'aime savoir ce que je vais voir. J'ai adoré Mhm. Saint-Maud, j'ai adoré des films très, très, très psychologiques. Mais je veux dire, si on m'écrit horreur, je veux un film qui fait peur. Tu sais, je veux un film Ouais. qui va avoir tu sais, horreur, là, on dit capacité de susciter la peur, le dégoût, le tic qui va complètement. Puis, c'est ça, tu sais, il y a des très bons films d'horreur psychologiques. D'ailleurs, les bons films d'horreur récemment sont tous comme ça. Mais c'est horreur dans le sens que c'est dérangeant, en fait, oui, plus ça. dans ce ça. cas-ci, mettons. Mm-hmm. Mais non, ça ne t'empêchera pas de dormir cette nuit-là. Est-ce que vous n'avez pas eu l'impression du résumé que Chloé en fait, qu'on ne sait pas si elle est folle, on ne sait pas si elle est saine d'esprit ou c'est un peu ça. Je pense que le film est très Lighthouse clair. aussi, Je pense qu'au final, le film est quand même assez clair sur le sujet. Mm-hmm. Là. Puis Ok, c'est ok. c'est un peu la question qu'on ne répondra pas parce que c'est un peu l'issue du film. ça. Mais puis aussi, je me suis même demandé si le fait que je n'avais pas aimé ça, est-ce que c'est parce que j'ai un point de vue masculin? Fait que je trouvais ça cool que finalement, ce soit Chloé qui écrive la critique pour Horreur Québec parce que c'est un film qui est très... c'est d'un point de vue féminin. Est-ce qu'elle a été abusée par cet homme-là? Est-ce qu'elle a été... on ne sait pas trop c'est quoi dont il est question. On le découvre dans le film, évidemment. Mais fait que ça joue avec tous ces... Pardon, je pense que... Non, c'est bon. J'allais dire, à la façon de Saint-Maud aussi, on le découvre à la toute dernière seconde. Toute dernière frame. Oui. Mais ça ne vous a pas fait l'impression, parce que le personnage que vous me décrivez semble exactement presque le même de... je n'ai pas vu le film, là, mais de Night House qu'on a vu l'année passée. Oh non, pas du tout. Vous n'avez pas du tout l'impression que ça fait redondant de voir la même actrice d'un rôle? OK. Non. Ben, complètement ailleurs. Ben, dans The Night House, c'est un personnage très fort, très en colère. Très résiliente. Puis ici, elle est un peu plus déstabilisée. Elle est plus dans les apparences de l'indépendance. Mais... Parce que son rôle est très... Tu sais, au début du film, tu vois que sa vie est très rangée. Tu sais, elle fait son sport, elle est bonne elle réussit au travail, sa santé sexuelle, sa santé... Tout est compartimenté pour que sa vie soit comme un peu parfaite. Puis là, il y a cet homme-là qui arrive et qui dérègle absolument tout son cycle parfait qu'elle avait orchestré, en fait. Fait qu'on sent vraiment la déstabilisation psychologique de son personnage qui perd ses repères à cause de cet homme-là. Puis je pense que c'était ça aussi qui faisait la différence entre les deux personnages. Je pense. Oui, non, je suis d'accord. Toi, Raphaël, tu ne l'avais pas vu? Non. OK, ben, je vais continuer avec mon deuxième, si ça ne te dérange pas. Let's go. Un film qui m'a fait pleurer 2 fois. Une fois pendant le film, une fois pendant le Q&A, parce qu'il y a eu une intervention du public extrêmement pertinente qui est venue me chercher. Mais le thème, donc le film s'appelle Huesera. C'est le premier long métrage de la réalisatrice. C'est un film principalement mexicain qui a reçu aussi du financement du Pérou. Ça se passe au Mexique. C'est l'histoire d'une femme qui va essayer de tomber enceinte. Finalement, elle va aller voir une statue de la Sainte Marie. Elle va finir par réussir à tomber enceinte.
Puis, encore une fois, elle a une vie rangée, mais d'une façon complètement différente. C'est une femme avec son mari, les deux ont l'air heureux ensemble, elle veut tomber enceinte, ça fonctionne. Puis là, tout à coup, on se rend compte que ça va pas si bien que ça, finalement, que les apparences sont belles, mais qu'en fait, sa famille la respecte pas, à l'exception de sa tante. Ils l'ont jamais accepté. Puis plus tard, tu réalises qu'ils l'ont jamais accepté parce que, en fait, elle a eu une relation avec une femme dans son adolescence. Donc là, il y a la question, il y a un moment où on se demande son orientation sexuelle, est-ce qu'elle est bisexuelle, est-ce qu'elle est lesbienne, on va le découvrir assez rapidement. Mais on se rend compte, par exemple, assez rapidement que l'enfant, elle n'en veut pas vraiment. Elle n'a jamais été bonne avec les enfants. Puis, dès le départ, je veux dire, on a une scène de la conception de l'enfant. Puis, elle dit à son chum, « Ah ouais, dépêche. » Elle n'a pas de plaisir. Dès le départ, elle n'a aucun plaisir à créer l'enfant. Puis, elle va se faire... elle va commencer à être suivie par une entité mystérieuse qui va être la Huesera, qui veut dire le bone cracker, donc un espèce de chiropracticien, que ça veut dire à peu près. Puis ça, c'est les sons principaux du film, ça va être des sons d'os qui craquent. Mais il la suit parce qu'elle est enceinte, c'est ça? On ne sait pas. Ah, OK, c'est ça Là, je ne peux pas vous en dire plus parce que là, je vous gâcherais le plaisir. Mais on découvre assez vite qu'est-ce que représente cette entité-là parce que le film est quand même assez dans la métaphore. C'est pas trop métaphorique dans le sens qu'il y a vraiment une histoire qui est intéressante. Les personnages sont attachants, mais l'entité est vraiment une métaphore de quelque chose qui entre dans cette vie. Donc, c'est un film que j'ai adoré parce que ça va parler des côtés terrifiants de la maternité. Un sujet qu'on ne parle pas assez. Puis, la fille dont je parlais plus tôt, qui a fait un commentaire dans la salle, elle disait c'est horrible d'être enceinte, mais on ne peut pas en parler. Parce que quand on en parle, tout le monde nous dit wow, c'est fantastique. T'as de la plus belle l'air. chose. C'est la plus belle chose au monde. T'as de l'air magnifique, tout ça. Mais en fait, c'est quoi être enceinte? C'est perdre le contrôle total de ton corps. Ton corps va prendre le contrôle, faire des choses qui te font mal, qui sont désagréables, qui ruinent ta qualité de vie, qui t'empêchent de faire les activités que t'aimes. Puis c'est extrêmement désagréable. Puis je parle pour moi, parce que c'est pas tout le monde qui a la même expérience, mais moi, je l'ai vécu comme ça, puis effectivement, on n'en parle pas de ça. Puis ce film-là aborde ce côté de la maternité, va aussi parler de la dépression postpartum. Puis, étant donné que ça se passe au Mexique, un pays qui est extrêmement religieux, ça va aussi parler de la présence, c'est très, très subtil, mais la Madone immense au début est assez pour dire que la religion est un peu la raison pour laquelle cette femme-là, qui était tellement dans une culture underground, culture punk, un groupe LGBTQ, pourquoi que là, tout à coup, dans sa vie, elle a décidé de se ranger avec un homme, d'avoir une petite famille, puis tout ça, puis ça parle, c'est ça, de la place de la femme dans un pays où la religion catholique, dans ce cas-ci, est aussi présente. Il y a des inspirations de Rosemary's Baby, évidemment, mais c'est assez subtil, on va un peu ailleurs dans ce film-là. JF, je te vois. Là, je te vois. Continue. Mais j'allais dire, en fait, depuis tantôt, depuis que je parle, je te vois hocher de la tête. Fait que je voulais savoir ton avis. Ben, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. On ne parle pas assez, c'est sûr, de la dépression postpartum. On ne parle pas assez peut-être du traumatisme d'être enceinte. Oui. J'ai aimé la partie qu'on se demande si en bout de ligne, cette fille-là ne veut pas avoir un bébé pour faire oublier le fait qu'elle est ni plus ni moins, enfin, selon moi, une homosexuelle refoulée. Là où j'ai un problème avec ce film-là énorme, c'est que
quand on a un scénario aussi riche au niveau des thèmes, puis qu'on décide qu'on se balance au niveau d'une horreur de pacotille, là, j'ai de la misère. Les premiers effets d'horreur, je les ai aimés, là, tu sais, quand on voit le balcon, puis tout ça, bon. Mhm. Mais j'ai trouvé que très vite, à chaque fois qu'on arrivait à un moment d'horreur, c'était excessivement cliché. Que les scènes d'horreur étaient vraiment du déjà vu, et ça allait tellement pas avec tout ce que tu dis, au niveau du segment, on pourrait dire dramatique du film, que je sais pas, tu sais, je trouve que c'est un film qui est réussi en partie, mais qui, en bout de ligne, échoue à d'être peut-être assez dramatique pour plaire aux intellos. C'est pas du tout assez poussé au niveau horreur pour plaire aux fans d'horreur, tu sais. Mais c'est mon observation, mais encore là, tu sais, je suis un gars. Peut-être que je peux pas avoir exactement la vision que toi t'as, mais les apparitions fantomatiques, là, à un moment donné dans le film, là, je riais, là, j'étais là. Puis pourtant, au début, ils sont bonnes. Tu sais, quand ça commence, on se dit, ah, là, je vais peut-être en avoir un bon film d'horreur, là, je vais peut-être avoir peur. Puis on s'attache au personnage parce que le drame, comme tu le dis, est très, très bien, tu sais, c'est bien élaboré, puis on a le temps de sentir puis de connaître les personnages, mais des effets de terreur, là, des petites apparitions comme ça, là, Oui, ben, je suis d'accord. Mais je pense que ça trahit un peu le fait que c'est le premier film, le premier long métrage, en tout cas, de cette réalisatrice-là. Je pense qu'elle a de la place à amélioration, mais qu'il y a beaucoup de potentiel. Elle a confirmé qu'elle allait rester dans l'horreur, donc peut-être surveiller. Je vais aller voir son nom. Michelle Garza Cervera, qui est, c'est ça, mexicaine d'origine. Donc, oui, c'est ça, je suis d'accord. J'ai rien à dire. C'est sûr que les thèmes sont venus me chercher personnellement, donc ça a amélioré mon expérience, mais effectivement, au niveau de la technique, il y a de l'amélioration. Mais est-ce que tu dirais, la question que j'ai le goût de te poser par rapport à tout ce que tu dis, tu sais, est-ce que tu as l'impression que si elle avait décidé de faire un drame et non pas un film d'horreur et qu'on aurait encore poussé plus les thèmes dramatiques qui sont quand même bien définis, mais on aurait pu peut-être les pousser plus avec la durée qu'on a mis à faire des scènes de fantômes complètement ennuyantes? Moi, je te dis, c'est un film qui va au Festival de Cannes puis qui est en sélection officielle. Puis, peut-être, sauf que ça transparaît pas parce que c'est dans le fond, ça parle de la peur qui va avec avoir un enfant. Donc, c'est vrai. Je pense que c'est plus pour ça que l'horreur est là, c'est que être enceinte, ça fait peur. Puis, comme je disais plus tôt, ça fait peur parce que tu perds le contrôle total de ton corps. Ça fait peur parce que si c'est ton premier enfant, tu as un engagement pour la vie. Tu sais pas si tu vas être à la hauteur, tu sais pas. Surtout, ça fait peur parce que l'accouchement fait mal, tout le monde le dit. Puis, tu sais, d'ailleurs, il y a une scène dans le film qui se dit, c'est normal d'avoir peur quand tu es enceinte, tu as l'impression que tu t'enfantes en deux, puis attends ton accouchement, c'est littéralement ça, tu sais. Tu te dis, ah, wow! Merci, mais c'est ça, c'est vrai, c'est la vérité, tu sais. Donc, je pense que l'horreur a quand même sa place dans ce film-là. Oui, mais je veux aussi souligner, j'ai aimé ça que tu en parles. C'est drôle parce que c'est ce qui m'a marqué le plus. Le plan d'ouverture qui est, à mon avis, une scène d'anthologie où on voit la statue. Et, tu sais, tantôt, là, je disais qu'il y a des films où on pense à notre place, puis que ça devient... Il ne faut pas prendre le spectateur pour un imbécile, mais là, on a l'exemple inverse. Un plan, OK, d'une statue qui est plus que gigantesque, avec tout le dévouement du monde autour. Déjà là, c'était... il y avait... ça te pose les thématiques du film direct avec un plan. Ça, il y a une série d'observations qu'on peut faire juste avec ça, tu sais. Exactement. En tout cas. Oui, le dévouement d'une mère, d'une vierge mère, d'ailleurs. Donc, une mère. Oui. Oui.
Oui. Mais c'est le personnage, est-ce que vous avez senti que elle était... ses élans hétérosexuels étaient forcés? C'est ça qui m'a fait douter au début parce que j'ai trouvé qu'elle et son mari avaient vraiment une belle complicité. Ah ouais? Mais j'avoue qu'il n'y avait peut-être pas de désir. C'est vrai que, mais tu sais, c'est pas quelque chose que je vais chercher. Tu sais, quand je regarde un film, j'assume que le personnage est hétérosexuel, parce qu'au départ, on assume que c'est ça. Je ne vais pas me demander, oh, elle a-tu l'air de désirer son mari? Bon. Mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même une belle complicité. Donc, je pense que, tu sais, il y a quand même une amitié qui est là. Mais, c'est sûr qu'il y avait certains, tu sais, c'est ça, il y a la relation de son mari avec sa mère à elle, qui est particulière. Ouais. Tu sais, puis aussi, une scène que je veux mentionner, c'est quand elle va voir le médecin, qui est un homme d'ailleurs. Puis à la fin, celles qui vont venir par l'aider, c'est des espèces de chamans qui sont des femmes, ou ils les appellent les sorcières, qui sont toutes des femmes. Mais le médecin homme va parler à son mari et sa mère pour qu'elle prenne des antidépresseurs. Puis elle n'est pas du tout consultée. Elle est là. Puis le médecin parle à la mère puis le mari. Il dit, ah oui, inquiétez-vous pas. C'est normal. C'est un antidépresseur qu'on donne. C'est normal, il n'y a pas de problème. Puis la femme n'est même pas dans le cadre. On la voit plus tard qu'elle est à côté, mais à cette scène-là, elle n'est même pas inclue dans la conversation. Ça aussi. C'est un antidépresseur en passant. Celui qu'on mentionne dans le film, c'est un antidépresseur très fort. Oh, OK. OK. Mais oui, c'était un film super intéressant. J'aurais aimé qu'il me fasse plus peur, mais... Oui, c'est ça. Ah, OK. super. Ben, je vais parler vite de mon petit. Ouais, le temps file, là, fait que. Oui. Vite. Pour vrai, cette année, j'ai été extrêmement surprise par ce film-là parce que, tu sais, on va voir un long métrage. On ne regarde pas le court métrage. En tout cas, moi, je regarde vite, là, tu sais, mais tu sais, je vais voir le long métrage, puis j'apprécie le court métrage qui précède. Voilà. Ce court métrage-là m'a choqué profondément. Je m'attendais pas à ça du tout ce soir-là. Puis j'y ai repensé. Là, il est resté avec moi plusieurs jours après l'avoir vu. Ça s'appelle Faciès. C'est un court-métrage qui est espagnol. C'est l'histoire, ça se passe pendant l'Inquisition. Donc, c'est l'inquisiteur d'un village qui force un charpentier à créer des machines de torture. Puis, le charpentier, sa femme est décédée. On comprend qu'il y a eu un problème avec l'Inquisition. Elle est décédée ou est partie? Je ne me rappelle plus, j'avoue, là. Mais que sa fille, elle veut se rebeller contre l'Inquisition. Lui essaie de la convaincre parce qu'il connaît les dangers. Puis, évidemment, ça va très mal finir. Puis, la scène finale, justement, on en a parlé plus tôt, fait penser à Martyr, là, vraiment. Mais c'est ça. Je peux pas vraiment en dire plus parce que ça dure seulement 15 minutes. Donc, si je vous raconte le reste, je raconte le film. Mais ouais, c'est venu me chercher profondément. Et Moi, bref. je trouvais que c'était un hommage à un vieux film d'horreur français, mais encore là, je peux pas dire c'est quoi parce que si je le dis, je vais dire le punch. OK. Ben, en tout cas, bref. Mais, ouais, Inquisition, instrument de torture, ai-je besoin d'en dire plus? Voilà. Donc, Raphaël, à ton tour. Ouais, ben, je pense qu'on n'a pas assez parlé des hommes pathétiques, fait que je reviens sur la thématique. Avec mes deux films en plus. Moi, vous le savez, là, je suis souvent dans le créneau un peu des films champ gauche. Là, fait que j'avais tenté de vous présenter deux comédies d'horreur. La première, c'est All Jacked Up and Full of Worms. Qui est d'ailleurs, petit coucou à Eric, j'y avais dit au dernier podcast que c'était le film qui m'excitait le plus à Fantasia cette année dans la catégorie justement des films un peu indépendants champ gauche. C'est réalisé par Alex Phillips. C'est un film qui est vraiment
Il y a un côté un peu, tu sais, John Waters, là. C'est du cinéma trash, là. Il y a un côté, justement, sans compromis, genre, on fait une espèce de film, genre, de bouseux, un peu, là. Grosso modo, de quoi ça parle, c'est que c'est comme une espèce de bromance entre deux gars vraiment losers, dont un qui a clairement des gros problèmes de santé mentale. Qui vont comme devenir amis sous prétexte qu'ils vont commencer à consommer un genre de drogue ensemble qui est des vers de terre finalement. Ils bouffent ou ils sniffent ou ils s'injectent des vers de terre de n'importe quelle façon. Puis ça les fait comme un peu halluciner puis partir en trip. Je pense que j'ai pas vraiment besoin d'en dire plus pour décrire un peu le pitch de départ, mais juste pour vous donner un peu l'eau à la bouche, il y a ce côté-là un peu film de drogue d'amis, mais l'horreur est présente pareil. Il y a un côté horreur, body horror, surtout vers la fin, là, sans trop dévoiler ce qui se passe, là, mais genre, il y a des trucs un peu à la Cronenberg, là, ça va dans tous les sens. Là. Il y a vraiment... c'est vraiment un film spécial. Là. Dans le fond, moi, ce que j'ai aimé, c'est vraiment que ça va jusqu'au bout dans son postulat, de vraiment, tu sais, on fait un film trash, on s'en calisse, on fait un truc, un délire qui nous plaît à nous, avec une mentalité vraiment un peu punk et indépendant. Puis ça me plaît toujours de base. Puis même si les personnages ne sont pas exactement appréciables, surtout justement le deuxième que je dis qui a un côté un peu problème de santé mentale, là, et il y a plusieurs comportements, tu sais, genre vraiment whack, puis pas juste whack comique, le whack dérangeant. Là. Mais tout ça, avec un côté un peu, on sait pas trop s'il se rend compte de qu'est-ce qu'il dit et qu'est-ce qu'il fait. La première scène où on le voit est absolument genre renversante. C'est comme tu te dis, OK, c'est ce genre de film-là. Là. Bon, je pense que je peux le dévoiler parce que c'est pas si important que ça dans le film, mais lui, son rêve, c'est d'avoir un bébé, fait qu'il genre dans son délire mental, il s'en commande un certain net, puis il arrive, puis c'est comme une espèce de poupée sexuelle en forme de bébé, genre, qu'il reçoit. Puis il commence à... ouais, c'est ça, c'est ce genre de film-là, tu sais. C'est ce genre de film-là. D'ailleurs, en voyant ça, je me suis dit, hey, ça existe, ces trucs-là, ou c'est sûr, fait pour le film? C'est sûr que si ça existe, c'est sur le dark web. Là. Je peux pas croire que tu peux voir ça en clip. Mais bon... Je sais pas comment il est tombé là-dessus, mais dans la diégèse du film, peut-être que ça marche, mais en tout cas, genre, c'est whack, là, mais bon. Ouais. Fait que c'est ça, tu sais. C'est le genre de film que c'est idéalement à écouter avec des amis qui trippent sur des cinémas un peu, justement, what the fuck aussi, là, parce que c'est la chose que tu vas dire le plus souvent dans le film, genre, Chris, what the fuck. Puis, genre, pour vrai, c'est une bonne expérience. Moi, j'ai donné une bonne note, là, j'ai eu la chance de faire critique aussi, là, puis. J'ai finalement réussi à voir beaucoup de films grâce au screener qu'on a reçu à Fantasia. Puis même si lui, c'est le premier que j'ai écouté dans le lot, il est resté dans le top de ma liste durant tout le festival. J'ai vraiment apprécié le délire. Je pense que j'étais vraiment le public cible pour apprécier ça. Puis ça a marché pour moi. Moi aussi j'aime beaucoup le cinéma trash en général. J'ai beaucoup aimé celui-là, particulièrement avec la finale qui était grandiose, en fait, pour ce genre de film-là. Mais c'est drôle parce que, tu sais, après avoir vu le film, j'étais tellement... quand tu lis le synopsis du film sur la page de Fantasia, t'es comme, ils ont réussi à tout comprendre ça. Moi, j'ai absolument rien compris de la relation entre ces deux hommes-là, où ils s'étaient rencontrés. On dit qu'ils travaillent dans un motel. Je suis comme, j'ai rien compris de ça. Ouais, mais en même temps, c'est pas... En même temps, c'est pas une critique négative. Je veux dire, c'est juste du cinéma, comme tu dis, un peu what the fuck. Là. Puis tu suis un peu les personnages dans un dédale de scènes qui font plus ou moins de sens, là, où ils sniffent des verres, puis ils s'en mettent dans il essaie de les injecter comme dans le sang là, aussi. Ouais, j'ai quand même beaucoup aimé dans ce genre de délire-là. Là. C'est toujours le fun d'avoir un film comme ça à Fantasia. Moi, je me demandais, parce que j'ai pas vu le film, mais j'ai trouvé que la bande-annonce, elle me rappelait un petit peu le style de Fried Berry qui a été en 2020, mais on n'est pas là du tout. Pas du tout. Fried Berry était très maîtrisé. Ouais. C'est ça. Dans le propos, on dirait
dans le propos, on dirait que c'est un peu à la Friedberry parce que c'est à cause de l'aspect drogue puis de l'aspect un peu kamikaze de l'affaire. Ouais. Mais dans la réalisation, c'est pas du tout la même chose. Mais en même temps, je dis ça, puis c'est pas, encore une fois, c'est pas négatif. Tu sais, les deux films ont leur style, puis c'est bien correct. Oui. Exact. Fait que c'est ça, ouais. Mais ce qu'il faut dire aux gens, n'écoutez pas ce film en mangeant. Non, moi, c'est drôle parce que je l'ai écouté en mangeant, puis c'était pas super. Ah oui? Moi, j'ai juste vu la bande-annonce, puis j'ai eu envie de vomir, fait que j'ai compris que ça n'était pas pour moi. Moi, c'est un film que j'ai écouté chez moi et pour avoir le temps d'écouter le plus de films possible pendant Fantasia, j'ai l'habitude de manger pendant des films occasionnellement et j'avais du spaghetti. Ah non, Pire affaire. Je vous jure que Pire affaire. c'est un film à vomir, là, sérieux. Il y a au moins 5-6 scènes que tu peux... ne mangez pas en regardant ce film-là. Mais je veux juste dire aussi, tu sais, on compare un peu avec le style de John Waters et tout ça, mais ce qu'il faut... Moi, je trouve que les films de John Waters, tu as le goût de les revoir. Tandis que celui-là, je ne suis pas sûr que je le réécouterai. Ah, moi, oui. Moi, je l'ai réécouté avec joie. Mais... Ouais. J'ai trouvé ça super le fun, mais tu sais, je fais mon checkmark, tu sais, c'est fait. Ouais. Tu sais, puis la poupée qui a l'air de bout de chou. C'est tellement wrong, mais en même temps, c'est tellement drôle. Oui. Qu'est-ce que tu peux faire de plus trash que ça? Tu sais, je veux dire, Ouais. au début, on pense que le gars, tu sais, veut pas s'envoyer en l'air avec sa poupée bébé parce que il dit, tu sais, bon, je veux un enfant dans ma vie, tout ça. Puis là, ben, il s'en va, tu sais... Finalement, ça arrive. C'est dégueulasse. Mais ça arrive parce qu'il pense que ça va y amener, en tout cas. Oui, Ouais. je sais, mais tu sais, reste que... hey, l'image n'est pas trop belle, là, tu sais. Non, effectivement. Mais c'est ça, c'est le genre de film que tu vois pas souvent. Là. C'est du cinéma complètement libre, qui, justement, comme tu dis, Marc, ça saute un peu les conventions aussi de narration. Là. Il y a un côté un peu genre cauchemar, c'est que tu te ramasses d'une pièce à l'autre. Les transitions ne sont pas nécessairement claires. Des fois, c'est le passé, le présent. Ouais. Tu ne sais pas pourquoi une personne arrive et pourquoi elle a cette réflexion-là. C'est tout le fait avec la madame enceinte. Pourquoi elle est arrivée à cette... Il n'y a rien qui fait comme du sens tant que ça, mais à quelque part, il fait du sens dans son absence de sens. Il n'est pas incohérent nécessairement pour autant. Là, fait que, ce qui est cool aussi, c'est que c'est le genre de film qu'au final, qui n'obtient pas ou à peu près pas de distribution, puis ça nous arrive dans un festival, puis on peut les voir sur grand écran. Mais celui-ci a été acheté par Screambox, qui est la plateforme je sais que Bloody Disgusting sont un peu comme liés avec cette plateforme-là, mais paraît-il que Screambox, c'est un truc un peu gratuit là, à la Tubi, si je ne me trompe pas. Peut-être que je me trompe en fait, mais il me semble que c'est disponible au Canada et il va falloir que j'investigue un peu plus sur cette plateforme-là. Mais ouais, ça a été acheté en exclusivité pour ça, ce qui est quand même aussi très drôle, mais en même temps, c'est une plateforme qui est très films marginaux, là, de genre, là, très niché. Là, fait que... Ouais, en tout cas, à conseiller à ceux qui ont une sensibilité pour le trash, évidemment. Deuxième film, je vais le rappeler aussi. Autre comédie d'horreur, mais beaucoup plus, mettons, conventionnelle dans son approche, je dirais. Cult Hero de Jesse T. Cook. Cult Hero qui a été projeté hier, justement, que j'avais eu la chance d'avoir screener aussi. Pour rester dans la thématique de l'homme pathétique, ça raconte l'histoire de grosso modo, ça tourne autour d'un couple, d'un mari et d'une femme. La femme qui est une espèce d'archétype de Karen, là, qu'on voit beaucoup sur Internet, là, l'espèce de femme un peu germaine qu'on dirait au Québec, là, qui sont un peu entitled, puis qui se pensent tout permis, puis qui sont bien contrôlantes. Qui est là avec son mari qui est complètement un peu genre dans la veine de Psycho comme on disait tantôt, Chloé, là, une espèce de mari un peu amorphe, comme qui ne faut pas grand-chose, qu'elle décide d'envoyer dans une espèce de retraite, une espèce de camp pour les hommes, pour les rendre plus justement proactifs, etc.
Puis on se rend compte finalement que cette retraite-là, cette espèce de camp-là, c'est géré par un genre de gourou de secte. Puis là, ça vient prendre dans l'histoire aussi un personnage qui est mon personnage préféré du film, qui est un détective privé, qui est aussi un genre de... Sa job, finalement, lui, c'est de déprogrammer des sectes. Puis justement, la femme, quand il va se rendre compte que son mari est pogné dans la secte, elle va aller faire appel à lui pour qu'il puisse aller le libérer, finalement. C'est un peu ça le pitch du film. Puis à partir de là, ben, ça va dans tous les sens. Il y a des... Ouais. C'est ça. C'est un truc de... C'est un genre de film qu'il y a comme un gag à chaque minute, qu'il y a bien du gore. C'est joué ultra gros, évidemment. C'est une comédie d'horreur cheap, genre série Z comme on les aime. Là. Il y a vraiment... C'est du chaos, de l'absurdité, puis genre, ben du fun. Il y a des scènes, genre... Là, vous allez me tirer des rushs, mais c'est comme... Il y a un côté un peu Mandy des fois, là, mais en moins intelligent, mettons. En beaucoup moins intelligent. Mais genre, ça me fait penser à ça. Dans l'espèce de côté jusqu'au boutiste, là. Puis peut-être que le fait que ce soit un culte aussi, une secte, ça m'a aidé à faire les liens, là, mais... Ouais, c'est... Puis évidemment, qui dit film de secte et parler avec Mandy, il y a ça avec une chaîne, évidemment. Et voilà. C'est vraiment un petit plaisir comme on apprécie, là, genre de voir du monde se faire brûler par des lance-flammes, puis ben du sang, puis genre... C'est canadien, c'est le gars qui a fait Monster Brawl. Ouais. Si ça peut vous donner une référence là, dans le style. Je ne l'ai pas vu encore, mais ça a l'air quand même assez drôle. Qu'est-ce que t'en penses, Jeff? Ben, écoute, au début, ayant vu Monster Brawl, connaissant le type de production qu'on avait au Canada anglais, j'étais mindé à avoir un film comme ça. Je trouvais ça drôle, la femme qui est qui vend des maisons, puis qui est bon, on sait ce qu'on écoute, on sait qu'on écoute de la petite bière, puis ça m'en est. Mais il y a des limites. Tu sais, à m'amener, moi, j'étais... Le bout que tu parles de lance-flamme puis tout ça, là, je le voyais plus, j'étais dans l'une. Je pensais à autre chose, tu sais, puis je sais pas, moi, j'ai complètement débarqué, là, tu sais, puis il y a excès, ça peut être le fun, mais là, à m'amener, tu sais, c'est... Les excès, on dirait qu'ils sont là pour justifier. Tu sais, ils sont pas là volontairement tout le temps, je trouve. J'ai l'impression que les excès sont là pour camoufler... soit le manque de talent ou le manque de budget ou le manque de quelque chose, mais... Ben, la série Z, c'est souvent ça, puis moi, je trouve pas que c'est négatif pour autant. Ouais, mais dans la mesure où ça t'amuse, c'est correct. Mais c'est ça le problème, c'est qu'à un moment donné, moi, j'ai carrément arrêté d'avoir du fun, tu sais. Des séries Z, le fun, là, tu ris de A à Z, même si ça n'a pas d'allure, tu sais, mais là, tu sais, en bout de ligne... le dernier 1000 du film, là, les derniers 20 minutes, c'est d'une platitude. Ça devrait être le bout culminant où il y a de l'action, où on est content, où on est... Puis, c'est d'une platitude, c'est insupportable. Là. Je veux dire, j'étais dans la lune. Là. Moi, tu sais, à un moment donné, là, j'étais là, oui, un lance-langue. Puis là, je sortais de la lune. Puis... c'est peut-être mon bout de Marvel, tu sais. Mais, parce que c'est pas mon fort, les Marvel, mais je sais pas. Puis pourtant, ce genre, je suis un accro aux petites productions canadiennes, tu sais, dans la lignée Wolf Cop, par exemple. J'ai eu un plaisir immense à regarder Wolf Cop, tu sais, même si je sais que ça lève pas haut, trop. Mais là, non. C'est ça le problème. Tu sais, j'ai eu du fun au début. Puis à un moment donné, là, c'était, regarde, c'est beau. Là, tu sais, des conneries. Les jokes, tu sais, c'est des jokes qu'on a vus 1 million de fois, puis ils sont plus drôles. Là. Puis, toi, tu trouvé ça drôle? Ben, je trouvais que, effectivement, si tu compares à d'autres, mettons, c'est sûr que je préfère le travail de Llewellyn puis de Saul Wolfcoff que, mettons, lui là-dessus. Tu sais, genre, mais oui, c'est cliché, mais c'est pas. Je pense pas qu'ils ont approché ce genre de gag-là, mettons, en ayant une volonté, genre, on va réinventer l'humour. Je pense que c'est assumé, puis moi, c'est du gros n'importe quoi assumé, puis moi, genre, je trouvais qu'il y avait une sincérité là-dedans, puis que, on veut juste faire un gros film,
whack, puis drôle, puis genre, on se prend pas au sérieux, puis je sais pas, tu sais, genre, peut-être parce que justement, lui, c'est un des derniers que j'ai vu, justement, tu sais, j'ai vu, le premier que j'ai vu, c'était en Jacked Up, puis là, tu sais, j'avais beaucoup de films un peu plus lourds, un peu plus dramatiques, puis j'aime ce cinéma-là, le cinéma, tu sais, d'auteur, puis le cinéma comme plus profond, puis symboliste, puis genre, là, j'étais vraiment rendu à un point, c'est que ça me faisait du bien, comme juste avoir un gros délire, what the fuck. C'est sûr que, mettons, si j'avais à comparer les deux films que j'ai décrits, je mettrais Jacked Up plus haut, mais j'ai quand même eu beaucoup de plaisir avec ce film-là, puis pour vrai, tu sais, si tu, genre, prends le. J'aime pas la phrase, mettons, on met ton cerveau à off parce que ça n'existe pas vraiment, le fait de comme être complètement passif devant un film. T'es tout le temps. Tu réfléchis tout le temps un peu aux images que tu regardes. Là. Peut-être à part d'un Marvel, là, mettons, mais genre. Sous ces allures un peu justement absurdes, il y a je trouve qu'il y avait un côté un peu subversif quand même, sur cette espèce de culture de la banlieue, sur il y avait quand même quelque chose. Je n'irais pas jusqu'à dire que c'était un film profond, là, vraiment pas, mais il y avait quand même des débuts de réflexion sur des éléments. Il y a un côté. Ça s'attire un peu justement les experts en développement personnel, là, puis la télé-réalité. C'est en surface un peu, mais il y a quand même ça dedans. C'est pas totalement tout acheté. C'est pas juste du whack pour faire du whack. Là. Oui, mais il y en a eu tellement beaucoup cette année aussi, des films, tu sais, what the fuck, comme tu dis, que c'est peut-être ça aussi. Peut-être qu'à maintenant, je trouve que ça s'est perdu dans les autres. Mais non, tu sais, je vais dire la même chose que j'ai dit tantôt. C'est pas le genre de film que je réécouterais. T'sais. Tandis que Wolf Cop, oui, même si c'est une connerie sympathique, mais que les blagues, il y a des très bonnes jokes là, au niveau du hockey, au niveau de plein d'affaires dans Wolf Cop. Tu peux pas, même si le film est très ordinaire, là, mais tu sais, moi, je l'ai écouté Cult Hero le même soir où j'ai écouté Pop Ran. Puis c'était mon deuxième. Puis Pop Ran, mais je ne veux pas parler de Pop Ran, mais c'est un Don Juan qui se réveille un matin puis qu'il a perdu son pénis. Puis les pénis volent dans le ciel. J'ai entendu parler de ce film-là. Quand j'ai écouté Cult Hero après, j'étais là, OK. Mais me semble. C'est banal. C'est sûr. Mais c'est sûr que je pense que pour apprécier le film, il y a une question aussi des circonstances dans lesquelles tu l'écoutes. Clairement. Là. Je pense que, comme je disais, moi, ça a joué le fait que je me sois tapé comme plein de films vraiment lourds avant. Oui, c'est ça, c'est vrai, sûrement. Ouais. C'est un peu l'effet que j'ai eu avec Dark Glasses aussi. On dirait que j'ai tellement eu du plaisir à écouter ce film-là, puis je pourrais vous dire 15 raisons pour lesquelles que c'est pas un bon film, mais pourtant, je l'ai apprécié. Ouais. Mais le problème, c'est que, tu sais, les critiques n'ont jamais été en faveur d'Argento, mais les fans, oui. Puis là, le film, il y a des scènes exceptionnelles comme l'ouverture où on regarde l'éclipse au début. Puis quand j'ai vu ce début-là, je me suis dit « Ah, Argento est revenu! » Mais ça n'a pas été long qu'il est reparti. On regardera ça pour peut-être un épisode sur Argento éventuellement. Mais, ouais. The Breach! The Breach! Yes! Le meilleur pour la fin. On garde le meilleur. Ouais, je sais pas. Écoutez, quelle déception. Je vais commencer, là, pour vrai. Là. Je voulais tellement aimer ce film-là. Surtout que quand on a su qu'on avait l'entrevue, tu vas parler à une star internationale, quelqu'un que j'écoutais sa musique depuis le secondaire. Je voulais vraiment aimer son film. Je voulais l'aimer, mais j'ai trouvé ça. La première fois, je l'ai écouté 2 fois. En fait, je l'ai écouté une fois avec le screener avant l'entrevue. Mais j'avoue que j'étais extrêmement nerveuse parce qu'il fallait que je prépare l'entrevue. Puis c'est ça. Donc, j'avais les questions déjà en tête. J'avais, l'anxiété. Bon, fait que je l'ai écouté avec une attention peut-être pas aussi concentrée que j'aurais aimé. Mais je suis retournée le voir en salle pendant la projection officielle et ça m'a confirmé que c'est un échec. Ce film-là est un échec. Ça n'en prenait pas beaucoup
pour en faire un bon film, dans le sens où je pense que si le film ne s'était pas pris au sérieux, qu'il avait rajouté un petit peu d'humour, ça aurait pu être un bon B-movie. Mais le film avait des ambitions d'être un film, je ne sais pas si c'était jusqu'au Elevated Horror, mais je pense qu'il y avait des ambitions d'être un film qui fait réfléchir. Et là, ça, c'est un échec. Les personnages sont clichés, sont pas attachants du tout. On ne croit pas à l'histoire d'amour. On ne croit pas la fille, à la dernière minute, là, elle a une révélation là, quand ça tire de son chapeau, là, qui fait aucun sens, puis là, ça serait supposé nous rendre plus engagés dans l'histoire. Ça ne marche pas du tout. Le sci-fi, je veux dire, quand tu décides de faire un film avec des éléments de science-fiction, il faut qu'un minimum, ça soit cohérent. Là, je ne sais même pas qu'est-ce que la machine dans le film, elle en fait trop de choses différentes. On ne sait plus qu'est-ce qui se passe. Je ne comprends même pas la logique de ce qui est supposé arriver. Mais le body horror est très bon. Mais tu vois, moi, je n'ai même pas trouvé. Ah non? Ah bon? Non. Okay, ah bon. Tu sais, moi, je veux juste dire, moi, j'ai suivi beaucoup Rodrigo parce qu'il organisait, il était la convention Fan Expo avait une section horreur qui, dans le temps, était dirigée un peu par une morgue. Et fait que j'ai connu Rodrigo un peu là parce que j'achetais les DVD de ses courts-métrages. Puis j'ai acheté aussi son premier film. J'ai adoré tous ses courts-métrages, sérieusement. Là, je l'ai trouvé tellement bon pour réaliser. Et j'ai aimé beaucoup son premier film, qui est un peu expérimental, qui est fucking raide, mais qui a comme un style. Tu sais, fait que quand on nous a dit qu'il avait fait un film un peu dans la lignée des romans de Lovecraft, puis que là, il y avait eu un petit peu plus de budget. Bon, je me demande le budget est où, là, mais j'avais vraiment hâte de le voir. Puis je me disais, tu sais, c'est canadien, il faut vraiment encourager ça. Puis, non, mais quelle platitude! Sérieusement, je sais pas, tu sais, il y a un problème à tous les niveaux. Là. Ben, ça commence déjà bizarrement. On voit une chaloupe, on suit une chaloupe, j'avais l'impression que c'était l'introduction de l'émission, le vagabond, là, quand on voyait une cascade d'eau. Sérieux. Puis là, tu sais, je sais pas, les personnages, tout était superficiel, tout était... je peux pas parler beaucoup de la musique de Slash, j'ai jamais été nécessairement un grand fan, mais dans le film, elle ne m'a pas semblé si mémorable. Mais d'où vient cette tendance à vouloir, à chaque fois qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas dans un film, ou qu'on a un minimum de body horror, on dit qu'il y a une touche de Lovecraft, mais Lovecraft, ça se tient dans sa structure interne. C'est bon, c'est divertissant, puis là, il n'y a rien de ça. Je veux dire, puis c'est un film que, avec le poster, je le trouvais beau. Le poster était beau, j'avais hâte de voir le film. Comme je te dis, j'aimais le réalisateur. Puis, je voulais même dire à Marc, à un moment donné, hey, on devrait faire une entrevue avec Rodrigo, ça serait tellement pertinent. Puis là, mais j'ai écouté le film, puis là, j'y ai pas déjà demandé. dit ça. C'est... Non, je veux dire... Mais moi, ce que j'avais le plus à reprocher au film, c'est vraiment la facture téléfilm. Là. Ouais, c'est ce que j'allais dire. On dirait un film Netflix. Ben oui. Moi, tu vois, j'avais l'impression d'écouter un film d'après-midi sur TQS, là, ceux qui ont mon âge. Là. Puis je l'ai d'ailleurs écouté dans l'après-midi, un peu lendemain de veille. Puis dans cette optique-là, je veux dire, c'était pas super non plus. Puis il y a à peu près rien que j'ai aimé dans ce film-là, que ce soit la réalisation, le scénario, les acteurs. J'ai pas compris de quoi voulait me parler le scénario.
Est-ce qu'on voulait réfléchir sur un certain sujet? Je ne sais pas. Est-ce qu'on voulait... Est-ce que les personnages avaient des choses à dire? Je ne sais pas. Les scènes de monstres en plein jour, c'était atroce. Ça m'a rappelé un peu le Zombie 2 de Lucio Fulci. Quand les zombies, arrivent à la fin, là, mais tu sais, Lucio Fulci a comme une facture quand même assez intéressante associée à ça. Même si on est dans le dans le presque nanar, là, je vais peut-être me faire garocher des roches, là, mais j'adore Lucio Fulci en passant. Mais ici, je pense qu'on aurait voulu pas les montrer. Tu avais une réflexion que je t'ai fait couper, puis peut-être qu'on n'en parlera pas parce que c'est très divulgateur, là, mais tout arrive en même temps à un certain moment donné, puis tu fais, ben c'est quoi ça, ce cue-là qui vient de se donner pour ça ne fonctionne pas. Oui. Ah, ça fait ça un peu une tête, puis cette espèce d'image de trou de serrure-là, je ne croyais pas. Dans le grenier, je sais pas. Oui, l'image de trou de serrure, c'est une symbolique complètement ben oui, mais facile et mais si seulement ça voulait vouloir dire si seulement il y avait une réflexion de ça dans le scénario, mais non, il n'y a rien qui est mystérieux dans tout ça, là. Non, absolument pas. Ben, à part la façon dont tout ça fonctionne qui fait aucun sens, mais... mais bref, oui, j'ai trouvé que tu as été très gentil dans ta critique, Chloé, parce que moi, c'est le pire film que j'ai vu du festival. Puis, tu sais, moi puis GF, on s'ostinait quel était pire, Glorious, The Breach ou The Harbinger. Puis moi, c'est The Breach. Toi, c'est Glorious, je pense, hein? Le pire de toutes? Ouais. Je pense que c'est Honeycomb. Ah oui, c'est vrai. Honeycomb. Puis je pense qu'on lui a donné une très bonne critique, hein, sérieusement. Là. Ouais, mais moi, je l'ai pas vu à aimé ça. Fantasia, hein, je l'ai vu dans un autre festival. Là, puis... Mais moi aussi, The Breach, ça a été mon moins bon. Même si j'ai manqué Legions, qui apparemment n'était pas très bon. Mais je suis curieuse de savoir, Raphaël, c'était quoi ton pensée? C'était le seul qui sait quoi. Ben, The Breach, c'est ça. Moi, pour moi, c'était un film Netflix, là, genre, puis ça en fait beaucoup là, que je me tape là, des films Netflix dans les sorties, puis genre, souvent, ça vole pas très haut, puis celui-là, c'est un peu à ce style-là. Des fois, tu as des bonnes surprises, mais comme tu dis, il y a des points positifs. Là, les effets spéciaux, genre, à certains moments, je trouve qu'ils fonctionnent. Le côté mystère un peu de la machine, même si tu ne comprends pas, je pense que c'était une volonté justement de faire un peu Lovecraftien, de faire genre, c'est au-delà de la compréhension. C'est un peu raté, mais j'apprécie un peu la tentative, peut-être, là, d'avoir voulu créer ça. Les acteurs, en général, font le café, I guess. Ils font le café très, très pâle. Hein? Oui, c'est Ils font le café, du café instant. C'est ça, ils font un bon café Tim Hortons canadien. Mais c'est ça, c'est genre... moi, la musique, j'ai vraiment prêté attention parce que je savais qu'on interviewait Slash avant. Fait que, genre... Moi, je peux dire que je l'ai quand même beaucoup aimé. Là. Genre, je trouvais que ça marchait. C'était un des points positifs, là, genre, du film complètement. Mais c'est ça, il m'a laissé sur ma faim beaucoup. Là, surtout, ce côté-là, mettons, de monstres qui prennent possession des corps, un peu à la Body Snatcher, là, le fait de comme, se ramasser avec le remplacement, tout ça. C'est une thématique qui peut être tellement profonde puis amener à tellement de réflexion. Puis là, c'était juste comme, avec la fin aussi, qui était comme genre, OK. En tout cas, je sais pas. Genre, ça m'a laissé un peu froid, là. C'est un petit café froid. On s'excuse parce qu'on ne mousse pas vraiment vos entrevues très positivement. Hein, non, mais... de toute façon, l'entrevue avec Slash, elle tourne presque pas autour du film. On a parlé... vous allez le voir, on a parlé sur l'amour de l'horreur, de tout ça. Ah, nice. En même temps, vous avez choisi des entrevues aussi qui étaient liées avec ce qu'on lisait avant de voir les films, je présume. Exact. Ben oui. The Breach, on nous l'a presque vendu comme le film d'horreur de l'année au festival. Oui, c'est ça. Et des Harbinger aussi, là, il y avait
une sorte, moi je le voyais sur plein de sites d'horreur, ce film-là, puis on disait, tu sais, fait que... Non, c'est ça, tu sais, comment ça marche, faut le savoir, là, c'est que nous, on avait la liste des gens qu'on pouvait interviewer avant d'avoir vu le moindre film, fait que il fallait qu'on se base sur les widgets et tout ça, puis des fois, c'est des bonnes surprises. Comme on dit, Harbinger, nous, je pense qu'il est quand même pas si mal, mais c'est ça, The Bridge, malheureusement. Ouais, c'était une déception. Fait que voilà, fait que on fait écouter l'entrevue avec Slash. Comme on dit, ça tourne pas nécessairement autour du film, mais ça peut être positif à ce niveau-là. On parle de plein de trucs, là, de justement comment il a commencé à les films d'horreur, comment il a commencé à s'impliquer aussi derrière la caméra. On parle de son processus créatif aussi quand il compose, etc. C'est une belle entrevue. Pour ceux qui ne parlent pas anglais ou ça ne les intéresse pas, l'épisode va pas mal se conclure avec ça. Fait que j'aurais beau vous donner un time code, vous n'avez pas besoin de ça pour juste qu'on vous dise bye. Donc, on écoute l'entrevue et on se retrouve tout de suite. Hi everyone, we're here with Slash, the legend of rock. Thank you so much, Slash, for being here with us. It's an honor to talk to you today. Oh, it's good to talk to you guys. We're here to talk about The Breach, a movie you produced and for which you also composed the music. So my first question is more about your love of horror. I heard you started watching horror movies really young. Which movies impressed you the most early on? When I was a kid, I mean, there was a bunch of Hammer movies when I was living in England that I loved. I mean, I think the House of Usher, I think, was one of them. The House of Wax. There was a great British version of King Kong called Conga that I remember. That was great. And then when I moved to the States, that's when, that's when I saw, like, I saw Rosemary's Baby, and I saw Night of the Living Dead, and then The Exorcist. And I think it was one of those things where I was just born with this sort of creepy kind of thing where I always loved horror movies. I loved snakes. I loved, gothic shit. And that's just the way I was. So anytime I saw anything like that, I gravitated towards it. And I've been that way ever since. Great. I think we can all relate to that. Right. Yeah. And do you think there's something lacking in modern horror? Well, I mean, it comes and it goes. I mean, when I got into producing, it was really only because there was so much not happening in the genre at the time. The first movie that I got into was back in 2013, and that particular period, the good horror movies of any kind were really few and far between. And so I thought, what happened was I met with a producer at a party, a Halloween party, and we started talking about horror, and he was like, you should produce. And he and I ended up producing a movie together. And I just loved the process, and I love, being responsible for putting the components together to make something happen. And so I've just been into it ever since. Now, as far as horror movies, modern horror movies go, around that period, The Conjuring came out. Mm-hmm. And that started a little bit of a wave of a different quality of horror movies than what had been going on previously. And then so that went for a while, and then it sort of died off again, and it sort of comes and it goes. Now that we have everything in streaming, it's sort of strange because, I used to work in a video store, so I had total access to all the horror movies that were coming out. This was in the 80s, but I mean, and so you saw what was coming out, but now stuff is on a channel and you sort of have to search around, see what's new and whatnot. It's a little bit strange, but there is some good stuff out there. What do you think of A24 movies? I'm just curious. I think A24 is one of the best production companies out there. Mm-hmm. They put together, and that's actually the company I thought that was responsible for putting out the most quality genre stuff. I think the first thing that I saw from them was The Witch. Mm-hmm. Yeah. And in short order, they put out a whole bunch of really cool, unique, and genuinely scary horror and thrillers. And I really like A24 a lot.
Yeah, I 100% agree with you on that. I mean, you can't argue with them. They really, you know, they put out some really quality stuff, and it's not your run of the mill kind of genre there, you know. Yeah. So, how did you get in contact with the director of The Breach, Rodrigo Godinho? Oh, it's a funny story. Okay, well, when I put out Nothing Left to Fear in 2013, I did it with Anchor Bay, and they're based in Toronto. So I came out to Toronto and I got involved with a film festival release there and just promoting the movie and getting to really sort of know all the players in and around the industry in Canada. And I met Andrew and Michael in, you know, at the whatever the festival was. I can't remember. It wasn't TFF. It was something else. Or you know what it was? It was some sort of little horror festival that was happening. I can't remember what it was called. But anyway, I met them. We were introduced, and then I met Rodrigo, who is you know, the editor-in-chief of Rue Morgue magazine, which is my favorite horror magazine. And so we sort of started a relationship, and he had produced a movie that I really liked called, I can't remember what it's called now. But he'd done a movie that I really liked, and we just have kept in touch. And I've been still sort of, you know, out there plugging away, trying to get movies made. And at some point, he sent me a script for The Breach, and I thought, wow, this is really cool. And so we pursued it, and finally got to production. Oh, and Andrew and Mike decided that they wanted to take The Breach on, and so as soon as we got ready to go into production, COVID hit. And so those guys found a location in the woods and got a very small cast and crew out there in the woods and shot the movie. I couldn't even go because I was stuck in LA. But they sent me the dailies and you know, kept me posted through the whole production, and it worked out really well. And what do you like in his style? In Rodrigo's style is it's intelligent, and it's unassuming. He's not trying to be super flashy or, you know, super extreme. He's actually fairly subtle, but he has a lot of nuances, and so I like that about him. His movies they're not jarring. They're just very sort of like, if you're not paying attention, you'll miss something kind of thing. You know, very subtle stuff. And to talk about the score that you produced for the movie, I noticed that your first venture into scoring a movie with Nothing Left to Fear, it was more like rock oriented, the music. This time it was a little less like that. It was more like 80s vibe with a lot of keyboards. How did you approach composing the music for the film? Well, I just, you know, like whenever I get into writing stuff for a movie, I always work with whoever the director, score, and composer that he picks to be, because I don't have the patience to sort of sit behind a board and score a whole movie, but I can write stuff. So I wrote some stuff that was influenced by the script, and then they were sending me dailies, and so I started writing stuff to that. And I would just come up with something that I thought would be cool for the main theme, and then it was sort of transposed by the guy who was actually doing the physical score. But it came out really cool. And then some of the other stuff I did, I just recorded on acoustic, and they just put that right in the movie as is. Yeah. And is there a specific composer or a specific score that inspired you during your process? Not for this particular movie, but I mean, there's a lot of composers, film composers that have influenced me in general. I mean, oftentimes I drive around town on a satellite station that plays nothing but movie scores, which people would probably think that's crazy, but it's true. But no, I mean, in particular, I was more influenced by just the movie and the script itself, the scenes and the script itself. So there wasn't one particular composer I was thinking of when I was doing it. And the last question, as a musician yourself,
what do you think is the mark of a great film score? Really, a mark of a great film score is something that elevates the film. Mm-hmm. So, in other words, I mean, for me, the greatest entertainment experience you can possibly have is the right score with the right visual. I don't think there's anything that can beat that. So, a score that manages to express the emotional content of what the film's trying to portray and take you, I mean, you know, because a visual without music really can be very, you know, ineffective, but the music can really drive it home. And so that's really the mark of a great score, is when it really gets the point across and makes you feel something. Yeah, I think you achieved it with this movie. Yes. Oh, well, that's very nice of you. I appreciate that. Well, thank you so much for your time. I'm going to stop the recording now. Et c'est déjà ce qui met fin à notre épisode spécial sur Fantasia. Encore une fois, Marc, JF, merci beaucoup d'être venu nous jaser. Ça a été vraiment positif d'avoir pu avoir des points de vue de gens qui ont vu beaucoup de films, justement, pour faire des recommandations, surtout des recommandations de films que pas tout le monde ont pu voir nécessairement. Là. On sait, la Fantasia, c'est quelque chose qui est très... Il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur quand même, mais c'est quand même très montréalais, fait que les gens ailleurs, ils vont suivre les sorties sur Shudder et sur les autres plateformes qui s'en viennent, donc... Puis, très cool pour nous y présenter. Il faut préciser qu'au moment où on enregistre, il reste quelques jours encore au festival. Ouais. Fait que ça se peut qu'on ait encore d'autres coups de cœur. Mais de toute façon, toutes nos critiques sont sur le site. Là. Vous allez voir passer ça. Si ouais. On a des, moi, j'ai bien hâte de voir Buddies. Mm-hmm. Puis Piggy aussi. J'ai très hâte de voir. Ouais, Piggy qui annonce aussi là, qu'il y a vraiment des bonnes critiques à date de ceux qui l'ont vu. Là, donc, Je l'ai vu. Parle-en pas, par exemple. C'est déjà assez long de même. Ça suffit. Merci beaucoup. Merci. 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 Bye. Bye.